Donc, dans le chemsex, la question de consentement est à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est le consentement à consommer du produit. Parce que toute session commence par la consommation du produit. Donc, on voit là, dans cette première étude, que 18% des personnes rapportent ne pas avoir consenti à la consommation de produits. On a donc un état de soumission chimique dans ces sessions. Et puis, le deuxième niveau de consentement, c'est consentir à avoir du sexe en étant sous produit. Globalement, donc dans cette première étude, 15% disent avoir subi des violences dans le cadre de la pratique du chemsex. Mais on voit dans la deuxième étude avoir eu du sexe non consenti. Alors là, c'est une étude un petit peu particulière, puisqu'ils avaient d'abord parlé justement de sexe forcé. Et on voit bien qu'il y a une différence entre le sexe forcé, ben non, on ne s'est pas tellement senti forcé. Par contre, ne pas avoir consenti de sexe, et donc qu'est-ce qui se passe dans la pratique du chemsex, c'est que quelqu'un va à ce moment-là en avoir tellement pris, surtout du GHB, faire ce qu'on appelle un géole, donc un trou noir, et être totalement inconscient. Donc il y a beaucoup de personnes qui rapportent avoir été abusées lorsqu'ils ont fait un géole, et on peut même parler de non-assistance à personne en danger. 46,6% disent avoir subi des rapports non consentis, ça c'est une étude allemande, et 16,8% des violences pendant les rapports. Donc on voit qu'on a là des résultats qui sont étroitement convergents. Ce qu'il faut remarquer, c'est, vous avez vu, là je vous ai déjà cité plusieurs études, aucune n'est française. C'est-à-dire que ce sont des sujets extrêmement sensibles, et vous verrez que dans tout son travail, il y a beaucoup de précautions oratoires qui sont prises. Donc une hypothèse clinique. Est-ce que les violences sexuelles actuelles ne font pas écho aux violences sexuelles historiques, dont le chemsex ne serait en fait que la partie émergée de l'iceberg? C'est-à-dire qu'on aurait là une mise en scène du jeu de rôle, où la victime d'un abus sexuel dans l'enfance adopte à l'âge adulte la posture de la proie ou celle du prédateur, et alternativement. C'est-à-dire qu'on aurait la répétition d'une scène historique qui là est culturellement autorisée, et surtout qui va être banalisée. Donc l'abus sexuel dit précoce expose à l'adolescence et à l'âge adulte à s'impliquer dans un large spectre de comportements à risque, et ce à répétition, tels que le multipartenariat, avec une sexualité non protégée, c'est-à-dire que le statut sérologique du partenaire n'est pas demandé, ce qui surexpose bien évidemment au VIH et aux autres IST, des abus chroniques de substances psychoactives licites ou illicites, dont la consommation de substances psychoactives en contexte sexuel. Donc on a nommé bien sûr le chemsex. Et une sursuicidalité et une suraccidentalité sur la voie publique, et tout le monde a un cas tristement célèbre en France, récent. Ce qui est important de voir dans leur étude, c'est qu'elle a d'abord été inspirée par des observations cliniques convergentes qui sont recueillies dans le cadre d'une consultation de santé sexuelle, donc dans les centres de dépistage que sont les CEGID. Et à partir de là, il a été réalisé un focus sur les cas particuliers DHSH impliqués dans la pratique régulière du chemsex. Cette étude est destinée aux professionnels de santé et aux acteurs associatifs spécialisés, et n'est en aucun cas une tentative de psychiatrisation, voire de stigmatisation de la pratique du chemsex, ou même de l'ensemble de la communauté HSH. Son objectif se limite à mettre en évidence un facteur de risque, un facteur de vulnérabilité, pour l'implication de certains dans la pratique régulière du chemsex. Donc là, voici les résultats de l'étude. Donc c'est une étude qui a été réalisée sur les Solidays. Donc les Solidays, c'est un festival de musique qui a lieu régulièrement.
Ils s'en servent comme une base de données. Donc sur le stand, il a été mis à disposition des ordinateurs et donc la population pouvait venir et répondre à des questions. Ces questions, donc, c'est sur les années 2017, 2018, 2019. À partir de là, ils ont extrait donc, la population qu'ils cherchaient, qu'ils voulaient étudier, c'est-à-dire la population de HSH. Les répondants donc, ont entre 16 et 39 ans. C'est une population donc, qui est non sélectionnée, qui vit principalement à Paris et dans sa région parisienne. C'est une étude exploratoire qui n'est pas représentative de la population générale des HSH. Par la méthode des appariements, les sujets exposés à l'abus sexuel versus ceux qui n'ont pas été exposés. Estimation des odds ratios avec ajustement sur les facteurs et les potentiels de confusion. Voilà. Les comportements suivant le fait d'avoir été abusé dans l'enfance, ne pas avoir de partenaire stable. On voit là que la population des personnes abusées ont 3 fois plus de chances, mais on dira risque, de ne pas avoir de partenaire stable. Et on voit aussi, parmi cette population, on va avoir 5 fois plus de risques justement de ne pas se protéger avec un partenaire dont le statut sérologique est inconnu. Donc dans cette étude, le fait de ne pas avoir un partenaire stable, donc du multipartenariat, et de ne pas se protéger avec un partenaire à risque inconnu, sont des marqueurs de la surexposition au VIH et aux autres IST chez les HSH impliqués dans la pratique régulière du même sexe. Sur les effets donc, sur la consommation fréquente de médicaments psychotropes, c'est ce qu'il appelait tout à l'heure des produits psychoactifs illicites, eh bien, on voit que la population des personnes abusées a 4 fois plus de risques d'en prendre. Et sur la consommation de substances psychoactives illicites, eh bien, on voit là qu'on est on a 5 fois plus donc, de risques avec une population de patients ayant été abusés dans l'enfance. Donc, dans cette étude, la consommation fréquente de médicaments psychotropes, type benzo ou antidépresseurs, apparaît donc comme un marqueur de la surprévalence des troubles anxieux et dépressifs chez les HSH impliqués dans la pratique régulière du chemsex. À la lumière de ces données, on peut donc se demander si l'implication dans la pratique régulière du chemsex ne constitue pas pour certains une véritable stratégie de lutte antidépressive, notamment orientée vers la recherche de sensations et surtout de performances sexuelles répétées, chimiquement assistées. Par rapport à la pratique du chemsex, on observe que parmi les personnes qui ont été abusées, on a près de 6 fois plus de risques de pratiquer le chemsex. Là, donc, il reprend l'ensemble des choses. Le multipartenariat, donc 3 fois plus de risques, 5 fois plus de risques de ne pas utiliser de préservatif lorsque le statut sérologique est inconnu. La consommation de médicaments psychotropes, 4 fois plus de risques. La consommation fréquente de drogue illicite, 5 fois plus de risques. Et les rapports sexuels après consommation de produits psychoactifs que sont le chemsex, donc 6 fois plus de risques. En conclusion, le fait d'avoir subi un abus sexuel dans l'enfance paraît constituer un puissant facteur de vulnérabilité ou facteur de risque pour l'implication à l'âge adulte dans la pratique régulière du chemsex. Il semble donc indispensable d'inscrire ce psychotraumatisme majeur dans la prise en charge globale de ce comportement, notamment dans une perspective élargie de réduction des risques et des dommages. C'est ce qu'on appelle la RDRD. Il apparaît donc nécessaire de sensibiliser et former à cette problématique, jusqu'ici ignorée, les praticiens en cégide, les prépologues, ceux qui donnent la PrEP, les infectiologues, les addictos, les psychos, les sexos et les psychiatres, et bien sûr les acteurs associatifs communautaires, et ce, afin de réduire les occasions manquées et les pertes de chance.
C'est-à-dire que c'est typiquement la situation aussi dont on parlait tout à l'heure. Quand quelqu'un arrive ou quand on nous signale quelque chose, il est important de pouvoir poser cette question à partir du moment où quelqu'un nous dit je ne peux avoir que des relations sexuelles en étant complètement bourré ou en ayant pris des produits, eh bien c'est une question qui doit se poser pour pouvoir adresser aux personnes compétentes. Donc l'objectif final de cette étude est de réduire l'invisibilité clinique ou l'occultation du psychotraumatisme majeur et du véritable fardeau biographique que constitue l'abus sexuel dit précoce, en incitant les cliniciens et les acteurs associatifs à intégrer, le cas échéant, cette dimension cachée dans une prise en charge globale du chemsex et à inscrire celle-ci dans une perspective cohérente de réduction des risques et des dommages.